C'est à cette heure-ci que tu rentres. Alors si ça continue comme ça, alors bonjour. Hein. Allez apprendre ceci à quelqu'un qui apprend le français. Allez apprendre cette acception de bonjour à quelqu'un qui apprend le français. Vous ne trouverez d'abord jamais cela dans aucune méthode d'apprentissage. Je pense que l'improvisation est un moyen d'accéder à cette connaissance. Demander son chemin dans la rue. On a tous fait cette expérience lors d'un apprentissage d'une langue étrangère. Excusez-moi madame, est-ce que vous pourriez m'indiquer le bureau de poste le plus proche? Moi j'ai eu cette expérience-là personnellement, d'être incapable de prononcer ce genre de choses alors que j'étais bardé de récompenses linguistiques par ailleurs. Le moment venu, au moment de les tester, vous avez probablement les uns et les autres fait cette expérience-là, on se retrouve alors totalement nul. Et il ne s'agit, ma foi, que de savoir où se trouve le bureau de poste. Dans des situations d'urgence, ça arrive. Où est le commissariat de police? Là, c'est autre chose, parce que c'est quand même en réponse à... On est là en réponse à un danger. C'est ça l'improvisation. C'est faire face à l'urgence dans une situation de danger. Et on en est là, comme je le signalais tout à l'heure, qu'à un niveau de communication, je dirais, basique, voire totalement dérisoire. Il n'empêche que le fait d'aborder quelqu'un dans la rue pour lui demander n'importe quoi, du feu, le bureau de poste, le commissariat de police, eh bien, cela implique l'acceptation d'un certain risque. Ça implique, d'une manière ou non, l'acceptation de l'imprévu. Ça implique peut-être aussi, qui sait, la richesse de la rencontre. Mais ça, nous ne le savons pas au départ. Et c'est ce qui est intéressant. Quoi qu'il en soit, tout ceci nous impose des stratégies. Et non seulement des stratégies linguistiques, mais des stratégies communicatives, des approches. Si je demande mon chemin dans la rue à quelqu'un, ça ne sera pas n'importe qui. Ça va aller très vite là-dedans. Mais je vais très vite repérer la personne à qui je vais oser poser la question, bien évidemment. Je vais donc mettre en chantier toute une série de stratégies sélectives. Non, pas lui. Bon, bref, tout ça va très très vite, mais il y a toute une stratégie qui se met en route. Une fois que j'ai choisi ma victime, eh bien, vont se mettre en route aussi des impératifs linguistiques. Quelle sera ma première amorce? On parle d'amorce conversationnelle en linguistique. Quel sera mon premier déclencheur? Quel sera mon premier mot? Excusez-moi madame, pardon. Eh oh là-bas! J'ai le choix, hein. Tout dépend de ce que je décide. Hein. Donc l'amorce est importante aussi au niveau de cette stratégie-là. Mais aussi, et encore une fois cela va très vite, pendant que je suis en train de faire ces petits calculs-là, je suis aussi obligé de calculer quelle sera la réponse de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice. Quelle sera son attitude? Comment va-t-il ou elle se comporter en face de moi? Donc, quel sera mon premier mot? Quelle sera sa réponse? Et puis, qu'est-ce que je vais répondre en fonction d'eux, etc. Et on n'en finit plus. Qu'est-ce que je pense d'il? Qu'est-ce que je pense de lui ou d'elle? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce que je pense qu'il pense de moi? Etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on est contraint à un réajustement perpétuel hein, au travers de l'improvisation, puisqu'on ne sait pas trop ce qui va sortir de tout ça, dont l'issue n'est jamais certaine. Et tout ceci, encore une fois, je le répète, c'est peu de choses par rapport à des demandes véritables, comme, je ne sais pas moi, demander une augmentation à son patron, comme des situations de, disons, séduction ou de drague. J'attaque tout de suite, j'attends la semaine prochaine. Demain matin, si j'ai le courage. Hein, etc., etc., où vous avez bien compris que le jeu, alors là, se complique d'autant. Des rapports avec des proches, par exemple, avec des parents posent exactement les mêmes types de problèmes, ou tout simplement raconter une histoire. Il y a des gens qui racontent une histoire, ça passe très bien, d'autres plus ou moins bien, etc. Encore une fois, on ne peut pas ne pas s'improviser. Le collège invisible de Palo Alto dit la formule canonique
collège invisible de Palo Alto, c'est on ne peut pas ne pas communiquer. Moi, je me permets de surenchérir en disant on ne peut pas ne pas improviser. Alors, c'est d'ailleurs exactement la même chose dans le cas d'un apprentissage en langue étrangère. Il s'agit bien évidemment à tous les coups d'accepter le vide, d'accepter le danger, d'utiliser l'obstacle pour franchir l'obstacle, avec peut-être, comme je le signalais tout à l'heure, toute la richesse de l'interculturel. Alors j'en arrive là à une règle d'or de l'improvisation, la règle des règles en improvisation. Nous n'avons pas fini de parler des règles qui sont le garant de l'improvisation ou de la créativité. La première règle de l'improvisation, c'est l'acceptation. On ne peut pas construire à deux, et vous en aurez des exemples tout à l'heure, si on n'accepte pas, je ne dirais pas son adversaire, puisque nous allons parler de match d'improvisation, mais son partenaire. La première règle, c'est d'accepter l'imprévu, la surprise, la rupture qui nous guette à chaque instant, la cravate bleue, la cravate rouge, etc., etc. Le fait de cette acceptation de quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va donner, explique peut-être l'énorme réticence de l'université et de toute la structure pédagogique vis-à-vis de l'improvisation. La structure, l'institution pédagogique tout entière se méfie beaucoup, évidemment, de l'improvisation, alors que c'est très formateur, justement parce qu'elle ne peut pas maîtriser tous les rouages à chaque instant du processus, bien évidemment. Encore que ça commence à se décontracter un petit peu. Alors que toute la beauté de la chose réside justement dans le fait qu'on ne sait pas jusqu'où elle va aller et comment les choses vont tourner. Et alors la critique habituelle de l'institution, ou des institutions, c'est ce travail est improvisé, ça ne veut rien dire, c'est de l'improvisation, c'est-à-dire c'est du n'importe quoi, c'est du laisser-aller. Bien au contraire, l'improvisation, je dirais que c'est le contraire de n'importe quoi, c'est la mise en pratique de tous ces acquis pour pouvoir répondre de façon positive, ne serait-ce que pour continuer l'histoire, je dirais, notre histoire. Donc mettre à profit tous ces acquis pour essayer de surmonter cet obstacle qui est le vide intégral et qui bien évidemment nous fait peur. Alors, le paradoxe de l'histoire, c'est que cela s'apprend, bien évidemment. Ça s'apprend avec différents exercices de pose de voix, de respiration, de décontraction, de différents exercices de d'échauffement, de construction du réel, de maîtrise du corps, etc., etc. Je suis en train là de décliner finalement les caractéristiques du comédien et du théâtre. Alors, puisque nous en sommes là, allons-y. La plupart, d'autant plus que la plupart des comédiens aujourd'hui ont pratiqué ou pratiquent l'impro, ne serait-ce que dans une phase d'échauffement ou d'entraînement. L'improvisation a toujours, peu ou prou, vous allez comprendre très vite, accompagné les manifestations de la comédie. L'origine de la comédie, il faut aller là, tout au moins dans une ère francophone, l'origine de la comédie, il faut aller la rechercher chez les anciens Grecs au cours des cérémonies ou des célébrations dionysiaques, données en l'honneur de Dionysios, et au cours desquelles on pouvait donner libre cours à tous les excès d'ivresse, de lubricité, c'était permis, parce que c'était les fêtes de Dionysios. Il y avait nécessairement de l'improvisation là-dedans, et encore une fois, à chaque fois qu'il y a comédie, il y a aussi un petit peu d'improvisation. On retrouve ça chez les Romains, il y a des traces de l'improvisation dans le théâtre de Claude, par exemple. Il y a d'énormes marques improvisées dans le Satyricon de Pétrone, par exemple. Et puis en continuant un petit peu, je vais aller très vite, je ne vais pas vous asséner un cours d'historique du théâtre, en continuant comme ça dans l'ère francophone, on se rend compte qu'au Moyen-Âge, par exemple, tout ce qui accompagne la foire, qui a été un élément excessivement civilisateur à l'époque médiévale, c'est-à-dire le travail des battleurs, le travail des jongleurs, le travail des farceurs, s'accompagne lui aussi toujours d'improvisation.
On en arrive bientôt, fin du Moyen-Âge, on en arrive à la Commedia dell'arte au XVIe siècle, bien évidemment, où enfin des véritables professionnels de théâtre ont le culot de s'appeler les comédiens de l'art, la Commedia dell'arte. C'était des gens qui possédaient une culture extraordinaire, qui étaient capables d'improviser absolument sur n'importe quel sujet, tout simplement parce qu'ils étaient guidés par un canevas qui leur permettait de ne pas sortir de l'histoire préétablie. Ces gens ont une telle conscience de leur métier, de leur professionnalisme, qu'ils se sont appelés les comédiens de l'art, avec un A majuscule. De quel art s'agit-il, sinon de cette facilité, de cette faculté d'improviser dans n'importe quelle situation, de sorte que la Commedia dell'arte a pu faire voyager ce savoir-faire dans l'Europe entière pendant près de 200 ans. En France en particulier, ils ont eu un succès colossal jusqu'à ce que Louis XIV, subitement pris en seconde noce de sentiments religieux inspirés par sa deuxième épouse, Madame de Maintenon, tous les comédiens de l'art à la porte et les renvoie chez eux. À la mort de Louis XIV en 1714, le régent, une des premières résolutions du régent consiste à faire vite revenir les comédiens de la Commedia dell'arte. On est là au début du XVIIIe siècle, donc l'improvisation évidemment bat son plein au sein de la Commedia dell'arte, et puis peu à peu, vous le savez, le théâtre va se moraliser, sous l'emprise de Diderot, et puis de Goldoni, qui était un fameux auteur de canevas d'improvisation. Mais Goldoni se moralise autant que Diderot, parce qu'il faut plaire au public, qui demande des leçons morales, une sorte de bienséance, c'est-à-dire que toutes les entrées un petit peu scabreuses ou graveleuses que véhiculait joyeusement l'improvisation sont sommées de disparaître, et on en arrive à ce qu'on appelle le théâtre bourgeois, aux alentours de 1750, 60, et l'improvisation disparaît de la scène. Elle va disparaître pendant, en gros, 150 ans. Et c'est assez curieux, c'est la première fois que l'improvisation va disparaître de la scène. Alors, la première raison, c'est qu'en 1760, en 1714, aux alentours de 1789, 90 jusqu'à 94-15, par là, il se passe des trucs quand même dans la rue, vous savez. De sorte qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller au théâtre pour se faire peur, dans la mesure où on ne sait pas le soir si le lendemain on aura encore sa tête sur les épaules, vous voyez. Donc, peut-être que la disparition de l'improvisation, là, s'explique de cette manière-là. Elle s'explique aussi au XIXe siècle par le fait que le XIXe siècle est un siècle de fer, qui peut-être n'a que faire des subtilités ou des facilités ou des gratuités, ou de l'éphémère, parce que c'est ça, de l'improvisation. À mesure où l'improvisation est un acte unique et non reproductible. C'est pas tout à fait dans la philosophie du XIXe siècle. Et il faudra simplement attendre la fin du XIXe pour assister à un renouveau théâtral dont l'une des dimensions principales sera le fait que le théâtre devient désormais un théâtre de metteur en scène et non plus un théâtre de comédien, pour voir revenir l'improvisation avec Antoine, avec Copeau, avec Dulin, et avec Stanislavski, bien évidemment, en Russie, et tous ces gens qui retournent au bien fondé de l'improvisation, ne serait-ce que dans la phase d'entraînement des comédiens avant de passer sur scène. Et puis, peu à peu, je vais très très vite, tout ça n'est pas un historique, c'est simplement un survol rapide, j'en viens tout de suite à mai 68, où on a vu quand même là arriver, et c'est intéressant parce que le mouvement est venu de très loin, il est venu d'ici, où on a vu arriver une forme de théâtre de rue qu'on avait totalement oublié depuis des siècles. On a vu revenir le Bread and Puppet, par exemple, qui était originaire de San Francisco, je crois. On a vu arriver le Living Theatre, qui a eu une influence colossale sur tout le monde du théâtre. Et depuis, les apprentis comédiens en passent tous, peu ou prou,
par l'improvisation. Il y en a des exemples, il y a des exemples de théâtre, alors, pas simplement de matchs d'improvisation comme ceux que nous allons voir, il y a des exemples de réalisation théâtrale, comme le théâtre d'Ariane Mnouchkine, par exemple, le théâtre du Soleil, donc, qui repose entièrement, ce théâtre, sur des improvisations successives et d'une choré dont on laisse tomber les scories pour arriver à ces magnifiques spectacles du théâtre du Soleil. En 1977-18, au Québec, à Montréal, existe justement une de ces troupes inspirée par tout ce mouvement de théâtre de rue qui s'appelle, et ce n'est pas un hasard, le Théâtre expérimental de Montréal. Cette troupe a d'énormes difficultés, aussi bien internes qu'externes, à subsister, de sorte que les membres de cette troupe sont amenés peu à peu à se poser la question de savoir si ils vont se saborder, tout simplement, ou bien s'ils sont capables de trouver une solution de continuité. Deux membres de la troupe, qui s'appelaient Robert Gravel et Yvon Leduc, s'inspirant du sport national québécois, le hockey sur glace, proposent ce qui est devenu le match d'improvisation, c'est-à-dire un compromis entre le sport et le théâtre, en empruntant ces règles au hockey sur glace, qui est le sport national au Québec, un sport du froid, et surtout le sport le plus réglé de la planète, parce que l'un des sports les plus violents de la planète. Il n'y a en effet qu'au hockey sur glace qu'on met des joueurs en prison. Dans aucun autre sport, on met des joueurs en prison, sauf au hockey, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, etc. Tout simplement parce que vous le savez, c'est un des sports les plus violents qui soit. Alors c'est très intéressant, ça, parce que comme c'est un sport excessivement violent, c'est un sport simultanément excessivement réglé, et l'accumulation de règles, c'est bien évidemment la garantie de l'improvisation. Donc, ils en sont arrivés à définir ce jeu que je vais vous présenter maintenant, à savoir le match d'improvisation. Comme ce jeu s'inspire du jeu de hockey sur glace, on ne jouera pas sur une scène de théâtre, mais on jouera sur une patinoire. Attention, la patinoire, c'est une parquet. Mais on va l'appeler la patinoire, qui est un carré d'environ 6 mètres de côté, et qui a d'ailleurs, vous le verrez dans les extraits vidéo, qui a l'aspect caricatural d'ailleurs, je dirais au 2e degré, d'une patinoire, avec eh bien, le logo de l'équipe en question, peint comme dans les véritables patinoires sur le parquet, qui est blanc, de la patinoire ou de la glace aussi. Il y a de chaque côté de la patinoire 2 bancs qui sont destinés à accueillir 6 joueurs par équipe. Idéalement, on va essayer de choisir 3 hommes et 3 femmes, plus un coach, lequel ne jouera pas, mais lequel simplement lancera ses joueurs sur un quelconque embryon de scénario, comme vous allez le comprendre par la suite. Il y a aussi un arbitre qui est aidé dans ses activités par un assesseur, 2 assesseurs, pardon. Ces arbitres, vous les reconnaîtrez aisément, puisqu'ils sont traditionnellement vêtus du maillot des arbitres de hockey, c'est-à-dire rayé noir et blanc de façon longitudinale. J'aurais dû ajouter tout à l'heure, lorsque j'ai dit que le match d'improvisation était un compromis entre le théâtre et le sport et le théâtre, c'est un compromis fortement ritualisé. Il y a à l'extérieur de la patinoire un maître de cérémonie qui lui est habillé d'un smoking ou d'un frac avec un nœud papillon. C'est un compromis entre Monsieur Loyal au cirque et les commentateurs de catch, si vous voulez. Hein, c'est quelqu'un qui va commenter les résultats de la partie, vous le verrez aussi. Et puis, il y a un organiste, comme au hockey,
lequel va ponctuer musicalement les différentes phases du match. Très bien. Tout autour, et tout autour sur 4 côtés, le public. Public qui a une part accrue dans ce type de divertissement, match d'improvisation, est le seul spectacle qui puisse permettre au public d'avoir prise sur les décisions de la partie. Au théâtre, au cinéma, on peut siffler, on peut hurler, on peut dire des insanités, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Et encore, ça se fait peu, parce que dans nos époques, là aussi, fortement moralisées, on hésite un peu. Mais enfin, ça se faisait. Il y avait des claques, etc. Au théâtre, dans le temps. Le public d'un match d'improvisation, lorsqu'il entre dans la salle, on lui distribue d'abord une règle du jeu, parce que évidemment, vous pouvez deviner que ce n'est pas très facile pour quelqu'un qui ne connaît pas. On lui distribue aussi un carton bicolore, on dira rouge et bleu, puisque les équipes que nous verrons tout à l'heure sont rouge et bleu. Ce carton bicolore est destiné à voter, une fois l'improvisation terminée, pour l'équipe de son choix. Et c'est donc ce qui détermine le score. Je dirais tout de suite que le score est tout à fait relatif, dans la mesure où dans un match d'improvisation, que les rouges gagnent sur les bleus sur le score de 4 à 0, on s'en tape alors royalement. L'important pour un spectateur moyen étant d'avoir un maximum d'improvisation et de bonnes improvisations. Alors un public un petit peu averti va se débrouiller pour arriver à la fin de la partie, qui dure 3/4 temps d'une demi-heure, donc 1h30, va se débrouiller pour arriver à un match nul, tout simplement pour avoir une improvisation supplémentaire. C'est évident. Qu'importe que les bleus, les rouges, ou les rouges gagnent par 4 à 0, qu'est-ce que ça peut faire? Et on distribue aussi au public ce que les Québécois appellent des claques, et ce qu'en français on appelle des chaussons, parce que ce sont tout simplement des chaussons, qui sont destinés à manifester physiquement le fait qu'on n'est pas d'accord avec la sévérité de l'arbitre, lequel est toujours très sévère, mais juste, ou le fait qu'on n'apprécie pas le jeu de tel ou tel comédien qui fait bailler, qui est en train gentiment de se planter, etc. Vous imaginez le moral qu'il faut lorsque vous jouez une improvisation au prix de je ne sais quel sacrifice, que vous êtes totalement perdu en vous disant mais comment je vais continuer ce truc, dans quel pied suis-je venu me fourrer, et que vous commencez à recevoir 4 ou 5 chaussons sur la tête. Au niveau du moral, c'est pas extraordinaire. D'accord? Ceci me permet aussi de dire que nous avons dans l'ère francophone des comédiens renommés. Donc curieusement, aucun ne se risque au match d'improvisation, évidemment. Parce que Guy Bedos, par exemple, ou Jacques Higelin, qui a commencé au théâtre et non pas dans le rock'n'roll, et qui était un excellent improvisateur au théâtre, eh bien, tous ces gens-là, et puis je pourrais citer un certain nombre de bons comédiens, ne vont pas risquer, par exemple, 20 ans de notoriété sur 3 minutes d'impro raté. Parce qu'il faut bien se dire que les improvisations, une belle improvisation, c'est magnifique, mais pour en arriver là, il y a aussi beaucoup de scories. Dans ce cas-là, lorsque les chaussons commencent à pleuvoir, malheureusement vous n'en aurez pas d'exemple, parce que j'ai choisi de vous faire avoir de bonnes improvisations où les chaussons ne pleuvent pas et où le public est très près des comédiens et des joueurs. Une règle est prévue, l'arbitre siffle un balayage rituel qui est effectué par ses 2 assesseurs, qui descendent donc avec des balais pour balayer la patinoire de tous les chaussons qui l'encombrent. Ce qui, vous l'avez compris, permet aux comédiens en difficulté de se reprendre au cours de ces 20-30 secondes. D'accord? Bien. Alors, l'organiste, lorsque commence une soirée d'improvisation, l'organiste commence à chauffer la salle avec des airs connus, exactement comme au jeu de hockey, après quoi la présentation des équipes se fait, il est procédé au chant des hymnes de chaque ligue, puisque depuis le début, en 1977, les joueurs se sont constitués en ligue. Au Québec, c'est la LNI, la Ligue nationale d'improvisation, et dès 1981, lorsqu'ils sont arrivés en France, les Français n'ont eu de cesse de constituer la LIF, la Ligue d'improvisation française.
Donc chacun procède à l'exécution de l'hymne de la ligue en question, après quoi les improvisations peuvent commencer. L'arbitre dispose d'un cylindre qui se trouve sur le côté de la patinoire et qui contient 3 à 400 thèmes qu'il est le seul, avec un comité idoine, à connaître. Bien évidemment, c'est là aussi la garantie de l'improvisation. Il fait tourner ce cylindre, en sort au hasard un carton thème sur lequel sont portées 5 indications. Le thème de l'improvisation lui-même, alors je peux vous en donner un certain nombre d'exemples, tous les compartiments sont visités, hein. Ça peut être Rome, unique objet de mon ressentiment, je vous cite là des thèmes d'improvisation attestés, grandeur et misère d'une secrétaire, sanglots dans lacet de chaussures au fond d'un placard, 19e trou, maman descend en ville, j'ai peur la nuit tout seul, j'ai oublié ma pilule, ça ne sert à rien de pousser, j'ai retrouvé l'oreille de Van Gogh, la légende du pissenlit, c'est joli, ou des choses comme on est beau, on est fin, on sent bon. Voilà. Parlons à nos plantes. Voilà. Bon, ça peut être absolument tout et n'importe quoi, mais simplement il faut être prêt et disponible. Donc, le thème de l'improvisation, le genre de l'improvisation, lequel peut être mixte ou comparé. Lorsqu'il s'agit, vous ne verrez que des comparés, vous ne verrez que des mixtes, pardon. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est plus difficile encore. Mixte, c'est lorsque les deux équipes jouent ensemble l'improvisation. Comparé, c'est lorsqu'une équipe joue après l'autre. Donc, le thème, le genre, le nombre de joueurs, qui peut varier de 1 à illimité, c'est-à-dire de 1 à 12. Vous savez, dans un carré de 6 mètres de côté, c'est déjà pas facile de s'entendre à 2 ou 3, et quand on est 12, de s'entendre et surtout de s'écouter, de se regarder, de se reconnaître, et de se rappeler qui on est, etc. Ne serait-ce que pendant 3 minutes. Il y a des gens qui, pendant une vie, n'y arrivent pas. Bref. Donc le thème, le genre de l'improvisation, le nombre de joueurs, la catégorie, parce qu'il y a 9 catégories, que je vais vous énumérer très rapidement. Il y a une catégorie, d'abord des catégories qui sont peu pratiquées, comme la catégorie poursuite. C'est-à-dire que dans le cas d'une comparée, l'équipe numéro 2 doit poursuivre, c'est-à-dire continuer le jeu de l'équipe numéro 1. Il y a une catégorie très peu pratiquée qui est avec accessoires, puisqu'il est évident que l'improvisation se pratique sans aucun accessoire. À propos d'accessoires, les joueurs, comme vous allez le voir, sont rituellement équipés d'une tenue strictement sportive, à savoir chaussures de sport, pantalons de jogging et maillots de sport, ce qui est le contraire d'un adjuvant, ce qui serait plutôt un handicap, hein, avec un numéro dans le dos, comme les sportifs, leur nom, etc. Évidemment, on n'a pas le droit de se servir de ce costume. Donc, avec accessoires, on peut leur imposer, je ne sais pas, je ne sais quel accessoire, mais c'est assez peu répandu. Avec musique, et à ce moment-là, les comédiens doivent improviser en fonction de la musique que leur donnera l'organiste, lequel est obligé de se vêtir d'une casquette à oreillettes, comme les chevaux, pour que le jeu des improvisateurs n'influe pas évidemment sur l'improvisation de son piano et de son orgue. Il y a une catégorie sans parole qui n'interdit pas le grommelot. On peut, sans parole. Mais il y a une catégorie muette qui, elle, impose le mime, bien évidemment. Il y a une catégorie très intéressante et assez souvent pratiquée, c'est à la manière de Proust, à la manière de Rabelais, à la manière de Groucho Marx. Il y a une catégorie chantée qui impose de chanter l'improvisation du début à la fin. C'est pas évident, il faut trouver son genre, son style. Comment je vais vous le faire? Opéra? Blues? Bien, c'est à voir. La catégorie la plus pratiquée, c'est la catégorie dramatique.
Et ça ne signifie pas dire des torrents de larmes, des bras cassés, des cœurs alcooliques, non, pas du tout. Ça signifie simplement de le jouer de la façon la plus naturelle possible, hein, de la façon la plus théâtrale, la plus proche de la vie possible. Et puis, il y a une catégorie libre, qui est évidemment la plus pratiquée, et qui laisse la bride sur le cou aux joueurs qui la pratiquent. Dieu merci, il n'existe pas de catégorie comique. Parce que s'il est vrai que c'est une étrange entreprise que de faire rire les honnêtes gens, comme disait l'autre, comment pouvez-vous dire parce que lui ne jouera pas. Le seul travail du coach, c'est ces 20 secondes-là. 20 secondes, c'est bien évidemment très insuffisant pour bâtir le moindre scénario en fonction du thème qu'on vient d'entendre. Mais c'est aussi la garantie de l'authenticité de l'improvisation. Sinon, ça ne serait plus de l'improvisation. D'accord? À partir de ces 20 secondes, nouveau coup de sifflet, et c'est le début de l'improvisation. Les improvisations durent de 30 secondes à 20 minutes. 20 minutes, c'est excessivement long. En général, elles tournent autour de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minutes. Donc là, ça devient vraiment très dur à tenir. Et c'est le début de l'improvisation. Si les joueurs n'ont pas commencé à jouer à partir du moment où le coup de sifflet a retenti et où ils doivent sauter dans la glace, c'est intéressant, c'est à ce moment-là qu'on voit que la glace est intéressante parce qu'il s'agit de la briser, la glace. Alors c'est là que ça devient intéressant et où on en revient à ce que je disais au début, c'est ça qui m'intéresse en fonction de cet outil d'approfondissement de la relation. Quand un joueur rouge et un joueur bleu ont chacun de leur côté évoqué tant bien que mal dans la fièvre, et pendant uniquement 20 secondes, un vague embryon de scénario, lorsqu'ils vont se retrouver l'un en face de l'autre, qui va parler le premier? Et pour se poser comment en face de l'autre? Et pour dire quoi? On en revient à mon problème de tout à l'heure. Oui, le bureau de poste, seulement c'est autrement important. Parce que voilà pourquoi pas un seul comédien n'ose risquer toute une carrière sur une impro ratée. Un comédien de théâtre qui a un trou, s'il sait improviser, il va peut-être pouvoir aller plus loin et rattraper son coup. Un improvisateur qui a un trou, comment il fait? Ben, il joue son trou. Il est là. Il va le jouer. Il va s'arrêter. Et il va le jouer, il va l'inclure dans son jeu. Et il va en faire une partie de l'improvisation. C'est la seule solution qu'il ait de franchir l'obstacle. Utiliser l'obstacle pour franchir l'obstacle dans une situation d'urgence et de danger, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Alors c'est là que ça devient intéressant, et que ça devient même passionnant. Qui va parler le premier? Et pour dire quoi? Et pour se poser comment en face de l'autre? Et pour tendre quelle perche à l'autre? Parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas user d'obstruction ou de violence. Je suis le meilleur. Non, mon idée est la meilleure, laisse faire, tu vas voir. Possible, ça comme ça, sur le scène. Alors, la seule solution, c'est de s'accepter. Si l'autre a pris l'avantage en me tendant une perche, et si je le vois venir en me disant le malheureux, où est-ce qu'on va avec ça, mon idée était bien meilleure, eh bien tant pis. Je vais l'accepter, je vais accepter cette perche qui m'est tendue, et je vais la jouer avec lui, quitte par la suite à infléchir le jeu, non pas pour reprendre l'avantage, mais peut-être pour faire redémarrer l'impro sur un chemin qu'elle n'avait pas pris au départ. C'est donc acceptation permanente, vous allez en avoir un exemple éloquent, écoute et regard. Les 3 règles d'or de marche d'improvisation, c'est ça. Acceptation, écoute et regard. Si on ne s'accepte pas, on est foutu. Alors, autre chose aussi, à propos des marches d'improvisation, compromis entre sport et théâtre, c'est aussi l'occasion d'une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le sport. Dire au football, quand les Bleus ont gagné sur les Rouges 3-2, bravo, tout le monde est content, etc. On a gagné, etc. Très bien.
Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse que les rouges aient gagné sur les bleus dans un match d'impro? Tout ce qu'on veut, nous, public, c'est assister à de belles, c'est jouir de belles improvisations, tout simplement. Alors, là aussi, c'est l'occasion d'une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un véritable rapport sportif. Même s'il y a une équipe de rouge et une équipe de bleu, puisqu'il faut s'accepter, il n'est pas question d'adversaire là-dedans. Il ne peut y avoir que des partenaires. Puisque vous l'avez bien compris, tout ce rituel se joue bien évidemment au second degré, à tel point que dès le début, dès 1978-19, les gens de la Ligue nationale d'improvisation ont institué un mondial, avec un U, hein, c'est le québécois, un mondial de l'impro, qui opposait une équipe de la LNI, une équipe de la Ligue française, une équipe belge, une équipe suisse, et puis c'est tout. Vous imaginez le deuxième degré qu'il faut atteindre pour en arriver à considérer cela comme un mondial. Eh bien, c'était le mondial. Tout évidemment est à prendre au second degré. Et cette réflexion sur le sport, à savoir que la relation est une relation d'abord de partenaires, essentiellement de partenaires. Sans l'autre, je ne pourrais rien faire. Je ne pourrais pas la jouer, cette improvisation. Donc je ne peux pas le considérer comme un adversaire. C'est impossible. Cela me semble assez intéressant. Et puis d'autre part, c'est un outil social assez rare, destiné à se connaître à deux et à connaître les autres, à approfondir cette réflexion. On apprend là, en pratiquant les matchs d'improvisation, d'abord à s'accepter, ce qui n'est pas évident, mais d'autre part aussi à s'écouter, ce qui n'est pas non plus évident. Bon, je crois avoir fait un peu le tour de la question. Il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses. Je vais donc vous faire voir une improvisation qui a été donnée il y a quelques années entre une équipe. Vous avez peut-être des questions à poser avant qu'on oui. L'improvisation, c'est l'acceptation, l'écoute, le regard. Est-ce que c'est pas un petit peu vrai de tout échange, de toute conversation, de toute discussion? Oui, sauf que dans les conversations de tous les jours, on a quantité d'échappatoires. Alors que là, on est cerné par les règles. Je ne vous les énumère pas parce que ça serait fastidieux, mais c'est un jeu qui est absolument gavé de règles. Là, et en plus, il y a ce trou. Dans une conversation, nous, par exemple, en ce moment, on va s'en sortir quoi qu'il arrive. Hein. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Hein. Si, je suis sûr qu'on va s'en sortir tous les deux. Et on n'est pas là, vous et moi, en ce moment, dans une situation de danger. On va donc échanger un certain nombre de choses entre nous. Il n'y a pas cette urgence. Mais c'est la surprise, c'est pas le danger, c'est la surprise. Ah ben c'est le danger qui fait aussi qu'on risque d'être mauvais et d'être sifflé, de recevoir des claques. Et si on est un comédien reconnu, de voir sa cote chuter de façon assez rapide. Quelles contraintes il y a avec les jeunes? Des contraintes de type musical, justement, ou pas? Ah non, ça n'a rien à voir avec les contraintes, ce sont des contraintes tout à fait formelles. Hein. Quoi, par exemple? Par exemple, si après le coup de sifflet du début d'improvisation, les joueurs ne se sont pas mis à jouer l'improvisation au bout de 10 secondes, ils sont pénalisés de retard de jeu. Une pénalité de retard de jeu. Si par exemple un comédien a décidé qu'on était dans un salon et qu'on regardait la télévision là, et que 3 minutes après quelqu'un passe en disant « en fait, tu n'oublieras pas de fermer le... » Pénalité, parce que j'ai marché sur la télé là. Alors ça c'est manque d'écoute. Alors il y a aussi toute une gestuelle empruntée vous savez, il y a manque d'écoute, il y a machin, je passe là-dessus parce que c'est un petit peu secondaire, si vous voulez. Mais il y a une quantité de règles qu'il faut vérifier. Quel est le critère de la réussite qui gagne? C'est le public qui décide. Vous allez voir, et ça aussi c'est intéressant, parce qu'il y a un rapport ténu entre la scène, ou la glace, pardon, le patinoire, et la salle. Les gens participent, le public les aide de toute façon, hein, sont avec eux, rient quand il faut, etc. Et c'est le public avec son carton bicolore qui va voter pour l'équipe de son choix. Alors, justement, dans cette... on pourra en reparler après si vous voulez. Hein, je vous propose de voir cette improvisation qui dure 6 minutes et qui s'intitule « Prémisse ». Je suis sûr que si on pose la question à un public français, pas francophone, français, qu'est-ce que c'est que des prémices? On peut peut-être avoir des surprises.
tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est que des prémices. Les joueurs d'improvisation non plus. Peut-être ne le savent-ils pas. Peut-être que les coachs ne savent pas non plus ce que c'est que des prémices. C'est pas évident, prémices. Ben, ça fait rien. Il faut le jouer quand même. Alors, si j'ai choisi de vous montrer cette improvisation, c'est bien évidemment parce qu'elle est parfaitement réussie. Vous allez avoir dès le début, vous allez voir comment les choses fonctionnent, et vous allez voir en particulier, dès le début, comment ces deux joueurs, parce que le nombre de joueurs c'est un par équipe dans cette improvisation, comment ils s'acceptent dès le départ. Et comment, pour en arriver à jouer le thème de prémisse, qui connote à début, primeur, printemps, etc., comment ils partent aux antipodes du thème. Parce que bien évidemment, et ça c'est une ficelle d'entraînement, pour jouer une improvisation, on ne va pas évidemment jouer le thème tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait plus rien à faire derrière. Donc, l'une des ficelles de ce métier, c'est d'aller chercher l'impro très très loin, aux antipodes. Et plutôt que de jouer des prémices tout de suite, où on va vite se retrouver creux, vous allez voir que le personnage planté par le joueur québécois, qui est en bleu, est un personnage immédiatement de vieillard. Ce qui va probablement désemparer l'autre, qui s'attendait à autre chose. Et vous allez voir qu'il va l'accepter, et tout au long de l'improvisation qui s'achèvera par le point donné au bleu, parce que le bleu, vous allez voir, il y en a pour lui. Mais si le travail du rouge n'est pas derrière, parce que le rouge, vous savez, c'est un petit peu comme ce qui se passe avec le clown blanc et l'Auguste aussi. Le clown blanc, il ne fait pas rire, mais il bétonne. C'est lui qui travaille, qui porte l'autre à bout de bras comme ça en lui disant allez, vas-y, fonce, là, c'est bon, je fais, vas-y, c'est un peu ça. Et l'Auguste, alors lui, il fait rire tout le monde, bon. Mais si le clown blanc n'est pas derrière pour le porter comme ça, eh bien, le phénomène n'existe pas. C'est un petit peu ce qui va se passer là. C'est assez remarquable. Alors, mesdames et messieurs, avant de... bon, ça, c'est la fin de l'improvisation précédente. L'arbitre, accompagné de ses deux assesseurs, va demander au public de voter pour l'improvisation qui vient de s'achever. Vous apercevez ici, et vous allez le voir en gros plan très vite, le maître de cérémonie qui va annoncer le score, et vous allez entendre l'organiste. C'est un, vous voyez la patinoire, la glace, hein, qui ressemble en taille réduite à une patinoire de hockey. C'est quelque chose qui a été, voilà l'organiste ici, c'est quelque chose qui a été tourné au Bataclan à Paris. Le Bataclan est un ancien cabaret qui se prête bien à ce genre de choses parce que le public peut assister, peut border la patinoire sur 4 côtés et être très près. Hein, il y a aussi une espèce d'effet cocotte minute. Là. Je veux dire, oui. Par exemple, Paul évoquait tout à l'heure le cirque d'hiver. Bien, c'était pas. Les expériences du cirque d'hiver étaient moins réussies que celles du Bataclan parce que c'est une immense salle, le cirque d'hiver, qui était rarement remplie. Il faut quand même qu'il y ait une espèce d'effet cocotte minute, que ça bouillonne. Vous allez voir. Ben écoutez, je vous laisse visionner cela et puis on en reparle après si vous voulez. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne française FR3 qui nous ont rejoints au début de cette improvisation. Alors pour ces téléspectateurs et téléspectatrices qui viennent de nous rejoindre, de 46 secondes. Je vous signale que nous en sommes aux 2 tiers de la deuxième période et l'équipe du Canada vient d'égaler la marque. C'est maintenant 3-3. Lydie, quelques commentaires sur cette improvisation? Ah, je pense que je vais pas avoir le temps. Et voilà. Improvisation mixte ayant pour titre Prémisse.
10. Nombre de joueurs, 1 par équipe. Catégorie libre. Durée 6 minutes. Encore une progression où le nombre des joueurs est limité à 1. On espère à la fin avoir un feu d'artifice avec 12 joueurs, ça nous ferait plaisir. Et ce qu'on a à dire pour les nouveaux spectateurs qui sont arrivés depuis quelque peu, c'est que le match se passe très bien. Regardez le début. Tellement content que tu sois venu. Bah, tu sais, dès que j'ai reçu ta lettre, je me suis dit, allez, j'y vais. C'est tellement gentil. Ah. Il y a des choses que je t'ai pas dit dans la lettre que j'entendais que t'arrives pour te dire. C'est la dernière fois qu'on se voit. Ouais. Depuis qu'ils m'ont opéré pour les cataractes, ouais, mais un filet. Un tout petit filet. Hein? Tu me vois comme au cinéma, là? Ouais. Tu sais, l'étoile impressionniste, c'est comme ça que je vois tout. C'est flou, un peu. Tu sais, dans le cas tout à l'heure, je me suis douté que tu allais m'annoncer quelque chose de grave. Ah, ben, faut pas que tu le prennes gravement. Non, au contraire. C'est sûr, parce que je vois bien, je suis sûr que ta ligne, elle diminue. Hein? Peut-être. C'est pour ça qu'on va plus se voir. Il y a une chose que je voudrais que tu fasses avant que ça soit complètement noir. C'est que tu m'amènes faire un dernier tour. OK? Sors-moi dehors. Ça fait 12 ans que je suis pas sorti. Amène-moi faire un tour. Raconte-moi ce que tu vois. Invente-en si tu veux, je vais te croire. Je vais te croire. Je te crois super. Hein? Attention, on marche. Ça, c'est pas intéressant, tu fais quand même attention. Ah, elle n'est pas encore réparée, celle-là. Hein? Elle est toujours cassée. La troisième est toujours cassée. Je m'occupe pas de tout ça, Regarde, on est dans la grande rue, là. Ah oui? Oui. J'entends les voitures. Un filet. Tu sais, il y en a plein, ils sont tous venus te voir, ils sont tous arrêtés, c'est pour ça que tu vas bien. Alors bonjour, je suis sorti. Ah, c'est mon grand-père, il va me venir en vol. Mais c'est pas grave. Ouais. Viens, on va dans la petite ruelle, là. Tu te souviens? Ah. Un chien. Il y a encore des chiens. Je déteste les chiens. Je m'occuperai de ça aussi. Quand tu vas être mort, tu les toques. Les enfants, partout dans mon cercueil, tu les toques. Avec toi dans le cercueil? Oui, Pourquoi faire? parce que je les haïs. Mais c'est pas grave. Regarde, le petit jardinet, celui dans lequel tu travaillais soir et matin, t'en souviens-tu? Qui est encore là? Oui. Les laitues sont très belles. Oh. Donne-moi une carotte. Donne-moi une carotte. Ah, touche les feuilles de la carotte. Tu vois comme elle est belle celle-là? Je la replourbe pour pas qu'elle s'abîme.
C'est-tu moi qui ai planté ça, ces carottes-là? Et tu n'as plus besoin de les planter. Tu t'en es occupé pendant 50 ans maintenant, elles savent le faire toutes seules. Tous les ans, elles pousseront toutes seules. Et les laitues aussi. Regarde, bouge pas. T'as un grand trou. Tu sais, ça se trouve, tu vas grandir et tu vas devenir son père. Bon, t'es bien? Très bien. Regarde, un petit peu de terreau. Mets des carottes, mets des radis, mets des petites affaires. Si jamais j'ai un petit creux, je mangerai des carottes. Hey, oui, un chien! Apporte-moi un chien! Apporte-moi un chien, monsieur! Il est là. Enfant de chienne! Il faut quand même le faire, les petits AKS. Jouer sur l'émotion de telle façon et réussir à conserver le respect et le silence du public. Complètement, et puis en plus, amener dans un match qui est jusqu'à présent n'était pas complètement un univers beaucoup plus fragile et poétique comme ça. C'est très beau. Tous ensemble, s'il vous plaît, votre vote. Bon, alors évidemment, le point est bleu. Évidemment, le point est bleu, puisqu'on a pour lui. Mais si le rouge ne fait pas tout ce travail d'acceptation, je m'occuperai de tout ça aussi. Il le laisse faire parce qu'il sait qu'il a son truc dans le crâne. Et vous remarquez aussi comment à un moment donné, si, et nous ne le saurons pas, il a peut-être été désemparé par l'institution de ce personnage de vieillard aveugle au départ, alors que lui avait probablement une idée, et qu'il l'a laissé, qu'il l'a totalement accepté, quitte par la suite à faire intervenir les radis, les carottes, les carottes, les salades, etc., les prémices, avec ce trait de génie qui permet à l'autre de dire « plante-moi ». Voilà. Alors voilà ce que peut être une impro réussie. Mais c'est aussi tout un travail, tout un travail d'acceptation. Regardez les tours de parole, personne ne se chevauche. On se laisse parler, tour de parole. On se laisse parler, on s'écoute, on s'attend, tout doucement sans donner une impression de lenteur. Alors évidemment, le point est bleu, mais parce que le rouge fait tout ce travail-là. Moi, j'aimerais bien le point rouge. Moi aussi, Oui. j'aimerais bien le rouge, parce que c'est plus la plus juste idée. Alors, d'autres questions peut-être, non? Tu ne pourrais pas nous en montrer l'autre. Montre l'autre. J'allais vous montrer l'autre, oui. Alors, ouais, ben, je vais vous... J'aime pas ton histoire. Ça rebobine. Tu pourras décrire un peu leur entraînement à un moment. Qui sont ces gens? C'est jouer. Ben, alors, qui sont ces gens? Ces gens sont des gens qui aiment l'improvisation, mais c'est surtout des comédiens qui ont éprouvé le bien fondé de l'impro dans leur apprentissage et leur entraînement de métier de comédien. Alors, c'est évidemment, là aussi, merci de me tendre cette perche, c'est l'occasion peut-être aussi de mentionner que l'improvisation ne peut pas être un genre durable. Par définition, l'improvisation est éphémère. D'ailleurs, je crois savoir qu'en ce moment, en France, elle a un petit peu du plomb dans l'aile, ça ne va pas du tout. Pourquoi ça ne va pas du tout? Parce que, de fait, le match d'improvisation n'a pas été inventé pour durer. On savait très bien que c'était le tremplin vers d'autres modes d'expression dramatique fondés sur le ludique, bien évidemment aussi, mais ça ne pouvait pas durer. Ça ne peut pas durer non plus parce que tous ces comédiens qui sont là, bien évidemment, n'attendent pas l'improvisation pour pouvoir manger. Ils ont donc 1, 2, 3 métiers à côté, et lorsque, par exemple, ils passent à la télévision, c'est là que le danger est maximum, parce que c'est peut-être le danger de cabotiner pour essayer de décrocher un contrat.
Voilà comment peu à peu l'improvisation tend aussi à se perdre. Ouais, et puis ils ont souffert de professionnalisation quand même. Oui, oui, ils ont souffert de professionnalisation. Danger que les inventeurs du jeu au Québec avaient tenté de limiter d'entrée en déposant un brevet. Ils ont déposé un brevet, les inventeurs du jeu, en se disant si on met ça chez les Américains, c'en est fini, ça va être récupéré par Hollywood, Coca-Cola, etc. Et on ne pourra plus maîtriser le truc. Donc ils ont déposé un brevet qui limite l'utilisation de ce jeu à l'ère francophone. Et donc ça ne se pratique qu'en français, le match d'improvisation. Même s'il y a une ligue en Argentine, même s'il y a une ligue on le fait en français. Alors que ça pourrait très bien se faire pareil dans d'autres langues, bien évidemment. Mais ils ont tenu, avec les problèmes linguistiques du Québec, ça se comprend peut-être aussi un petit peu, à préserver la langue française. Et puis, oui. Absolument, absolument, bien sûr. Oui, oui. Et alors, pour répondre aussi à votre question, j'espère m'en souvenir encore, oui, il faut tenir compte aussi de la rapacité des médias. Je me souviens d'avoir vu de près un certain nombre de réactions d'Antenne 2, par exemple, ou de TF1, qui approchaient la Ligue d'improvisation française en leur disant « c'est absolument super ce que vous faites, venez, on va faire une émission uniquement sur cela, et puis vous inquiétez pas, les impros ratés, on prendra 2 prises, 3 prises, vous verrez, etc. » Alors là, c'est plus de l'improvisation. Alors quelques ligues se sont laissés aller à jouer ce jeu-là, et c'est comme ça que peu à peu les choses périclitent. Mais de toute façon, on sait très bien que l'improvisation ne peut pas durer éternellement, parce que c'est dans sa nature, c'est l'éphémère. J'en parlais avec Rufus, qui était le comédien en France, il est là. Ben, il est apparu tout à l'heure dans le public. Rufus est le seul, alors j'ai dit, j'aurais dû le citer, merci. C'est le seul qui se risque, Rufus est le seul qui se risque avec Nicole Croisille. C'est les deux seuls qui sont des vedettes, enfin des artistes renommés, à risquer leur renommée sur une impro ratée. J'ai vu Rufus plusieurs fois, c'est vrai qu'il est bon, mais il n'est pas génial, pas plus que ses petits copains et ses petites copines. Il est bon sans plus, Rufus. Et il a au moins aussi peur que les autres, mais lui au moins il y va. C'est vrai. Et ce qu'il disait, c'est que le risque, c'est que il y en avait qui étaient tellement bons, qui en faisaient beaucoup, et plus ils en faisaient, plus ils étaient bons, et plus il devenait impossible de jouer avec eux. Donc il y avait une tension vers la professionnalisation qui était telle qu'au bout d'un moment, ils étaient obligés de disloquer la ligue, parce que ça devenait, notamment Elric Métayer, Elric Thomas et Gérard Surub, qui sont des improvisateurs géniaux. Voilà. Là c'est Elric Thomas qu'on a vu, le rouge, hein, mais là évidemment il est génial parce qu'il a tout de suite compris que l'autre était en forme, et il lui fait cadeau de l'impro, il la lui offre parce qu'il a vu qu'il était bien. Enfin, mais ils étaient devenus tellement forts que, bon, après, ça devenait difficile de rentrer dans le jeu avec eux. Quoi. Alors, pour casser cette dynamique-là, ils ont aussi essayé, les soirs de ligue, au Bataclan en particulier, plutôt que de convoquer, parce qu'il y avait 7 ou 8 équipes à la ligue. Il y avait une équipe noire, une équipe rouge, une équipe bleue, une équipe verte, etc., etc. Plutôt que de convoquer 2 équipes, parce que le calendrier le voulait comme ça, ils convoquaient tout le monde. Et les 2 équipes étaient tirées au sort, c'est-à-dire que les 50 membres de la Ligue étaient là, mais on ne savait pas qui allait jouer. Ceci pour casser les mécanismes d'entraînement d'équipe, parce que, comme le dit Paul, au bout d'un moment, quand on se connaît très bien, on finit par démarrer tout de suite. C'est comme le piano, c'est comme autre chose, je veux dire, ça démarre tout de suite. Et quand on se connaît très bien, c'est un véritable plaisir, ce qui aboutit peu à peu à un professionnalisme qui n'est plus tout à fait de mise avec ce type de divertissement. La plupart sont devenus artistes. Ils sont. Oui, ils sont avant. Comme Éric Métayer, par exemple. exemple. On n'aurait pas imaginé, par exemple, on fait beaucoup dans les cadres, qui sont un peu coincés pour qu'ils aient davantage de performance, on les fait jouer pour qu'ils soient plus efficaces. Absolument. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais un certain nombre d'expériences pédagogiques ont été menées avec bonheur, en proposant par exemple à des gens qui apprennent le marketing ce type d'exemple. Il y a un exemple, mais qui lui, je crois, est encore plus ancien que ce jeu, ça s'appelle la conférence du barreau. Ça existe une fois tous les mois, je crois. Le barreau, c'est le corps des avocats de la place. En l'occurrence, c'est à Paris, pardon. La conférence du stage. Vous connaissez, vous avez vu? Vous voulez nous en parler? Non, je connais dedans. Dire comment ça fonctionne?
C'est-à-dire qu'on convoque. Hein, tu veux nous dire? Ah ben, c'est des avocats, jeunes avocats en général, ou avocats potentiels, qui viennent s'exercer à la plaidoirie sur des sujets imposés et sur des modes improvisés. Ils doivent, voilà, en quelques secondes, ils doivent improviser une plaidoirie et sur des thèmes complètement cinglés. Mais alors, ils sont pire que cela. Il y a pire que ça. Oui, et bien entendu, c'est une compétition nationale. Voilà, tout à fait. Et après, ils ont le droit de mettre sur leur carte de visite, et ils le mettent, secrétaire de la conférence. Non, excusez-moi, je connais pas mal. Ah ben, faites-le, dites-nous. Donc, effectivement, la conférence du stage, c'est un exercice qui se fait régulièrement dans tous les barreaux. Et chaque année sont désignés les secrétaires de la conférence du stage. Premier secrétaire, deuxième secrétaire, troisième secrétaire, qui sont, je connais les cas à ça, je pense que c'est partout, c'est non, c'est ceux d'une année qui désignent, c'est les secrétaires d'une année qui désignent ceux de l'année suivante. Moi, j'ai assisté très souvent, c'est effectivement des grands morceaux de plaidoirie sur des cas. Auparavant, ils découvrent donc devant le public et chacun d'entre eux est obligé d'improviser comme ça le panégyrique de la personne en question. Et c'est déjà pas facile parce qu'il faut évidemment se démarquer des uns et des autres. Une fois que tout cela est terminé, on leur demande de faire l'inverse, c'est-à-dire de démolir la personne en question. Botero dit que ça existait à Babylone, en France. Voilà. Moi j'ai vu ça parmi les moines tibétains de Dalai Lama. J'ai assisté à ces joutes oratoires où donc chacun s'affronte et il y a un geste physique en même temps pour donner l'élan à la improvisation. Les anciens Grecs pratiquaient ça aussi. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me restreins à l'ère francophone. Parce que c'est... Au point de vue de la littérature anglaise, le thème de stream of consciousness, est-ce que ça joue un rôle pour la littérature? Je ne crois pas. Je ne vois pas. Là, je suis désolé de vous donner cette réponse, mais je ne pense pas. Ça s'inspire essentiellement d'une gestuelle, d'une physique, d'une tradition théâtrale que je ferais plutôt remonter, moi, au Tréteau de la Foire ou au comédien de la Commedia dell'arte. Le temps presse, je voudrais simplement vous faire voir une improvisation d'1 minute. Attention, vous avez vu que dans l'improvisation de 6 minutes, il fallait, comme pour toute improvisation, lancer l'improvisation, la dérouler et la conclure, tomber sur une chute. Enfant de chienne. En 1 minute, avec une impro dont le thème est les temps d'une saison, vous allez voir. Donc, c'est plus facile de l'utiliser pour les voir. Improvisation mixte ayant pour titre les temps d'une saison. Nombre de joueurs, 1 rouge, 1 bleu. Catégorie libre, durée 1 minute. Chassé naturel et de retour au galop, nous nous retrouvons à 1-1. Vous comparez un joueur après l'autre. J'ai l'impression qu'elle est mixte, cette impression. Elle est mixte. Ah, je viens pas de comparer, moi. Nous verrons à l'instant, mais voilà, on s'installe. Oui, voilà. Bon printemps, madame. Bon printemps. Je suis votre arbre personnel. Je finis de branler beaucoup de jours et ça va bien. J'ai trop de mal avec les yeux cet hiver. Oh,
Merci. Merci de votre attention. Ceux d'entre vous qui veulent constituer une équipe d'improvisation, vous laissez vos noms sur le tableau et on s'en occupera. Donc on organisera des matchs. Il suffit de 12 après. On a tous un projet d'affiliation Ben voilà, maintenant je sais pas que alors, ça fait beaucoup de moyenne. On est sûr. C'est des serments du bonheur. Ah oui, on veut donner des parts. Oui, parce que j'ai passé par HPI. Tu connais François? Non, non, notre équipe d'improvisation pour le 68. Je t'avais pas vu, dans le noir, mais t'étais où? Depuis le début? VHSC. That's not high enough. VHSC. Mais il y a un jeu qui est pas vraiment droit, le juge original.